On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, il sera question de la deuxième édition de l'événement Etsy fait au Québec, dirigé entre autres par Sandra Morera de Gypsy Bohème, tout juste derrière moi. Mais d'abord, on vous parle d'auto, guide de l'auto 2017 avec le Joannais Jean-François Guay. C'est devenu une habitude à la première semaine de l'émission en septembre de vous parler de quoi? De vous parler d'auto et de guide de l'auto. Version 2017, c'est la 51e édition, parce que l'an passé, on célébrait le 50e. Mais également, on avait reçu notre avocat et chroniqueur automobile, Jean-François Guay, il y a quelques semaines. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Pour parler aussi de l'autre guide au niveau des véhicules électriques. Exactement. On s'en était parlé au printemps. Mais évidemment, quand on est à l'automne, fin août, début septembre, c'est le guide de l'auto. Collaboration cette année avec Denis Duquet, Gabriel Gélina, Marc Lachapelle, Daniel Melançon. On est 12 en passant. Vous êtes 12 au total? On est une douzaine, oui. Une douzaine. On est plusieurs. Tu as combien de chroniques là-dedans, à toi? J'ai une quinzaine de textes. Mais à 12, on ne peut pas... C'est sûr. On peut pas. L'an passé, j'avais un petit peu plus, mais cette année, j'en ai un petit peu moins. Puis l'année prochaine, j'en aurai peut-être plus. Quels sont les... Tu dis une quinzaine, là? Oui. Quels sont les modèles que tu as essayés cette année et qu'on retrouve dans le guide de l'auto? Il y a de la Nissan Micra, notamment. On parle de petites voitures là, aux alentours de 10 000 il y a différentes Audi, différentes BMW, mais il n'y a pas vraiment de voitures qui se démarquent là, dans les essais que j'ai faits. Par contre, les matchs comparatifs qui ont été faits cette année dans le guide de l'auto, il y a quelque chose d'intéressant, c'est les fourgonnettes. Parce que cette année, on a la nouvelle Chrysler Pacifica, que j'ai à l'essai cette semaine, puis qui a remporté le match des fourgonnettes à ma grande surprise. Pourquoi ta grande surprise? Bien, parce que Chrysler, par rapport, si on regarde la Dodge Grande Caravane par rapport aux produits japonais comme la Sienna, Honda Odyssey ou encore la nouvelle Kia Sedona, c'est sûr que c'est la moins chère des fourgonnettes, mais c'est peut-être au niveau de la finition, des petits détails qui faisaient en sorte que cette voiture-là n'arrivait pas, n'était pas sur le même pied d'égalité que les véhicules japonais. Par contre, la Sedona, qui est une voiture sud-coréenne. Par contre, la nouvelle Chrysler Pacifica, qui remplace la Chrysler Town & Country, là, tu as l'impression de conduire une fourgonnette signée Mercedes. Quand tu regardes la finition intérieure, l'insonorisation, le V6 aussi, on s'entend que c'est un V6, le même que dans la Dodge Grand Caravan, le 3,6 litres, le Pentastar. Par contre, il semble plus coulant parce qu'il y a une transmission automatique à 9 rapports. Puis il y a aussi une version hybride qui s'en vient. C'est sûr que la transmission à 9 vitesses, c'est peut-être pas la plus fiable en ville, mais à un moment donné, ils vont la peaufiner pour faire en sorte qu'elle va être mais il y a plusieurs constructeurs, tu parles des transmissions de 9 vitesses, 8 ou 9 vitesses, là. Ouais. Ils s'en vont tous vers là. La plupart des constructeurs automobiles s'en vont vers des transmissions à 8 ou à 9 vitesses. Même à 10. La Chevrolet Camaro est rendue à 10 vitesses. Le Ford Raptor, qui est un F-150, version hors route, il va avoir 10 vitesses. Et puis là, je sais que Honda a déposé un brevet pour une boîte de vitesse à 11 rapports. C'est sans fin, là. C'est sans fin. Mais est-ce qu'il y a une réelle utilité, un réel rendement pour le consommateur au niveau du plaisir de conduire? Je comprends qu'on vise toujours de l'économie d'essence, là. Ouais. Mais au-delà de l'économie d'essence, encore faut-il que le véhicule soit confortable à conduire, surtout en ville, quand on multiplie les changements de rapport à toutes les fractions de seconde. Oui. Mais si on regarde Mercedes, notamment, j'ai une Mercedes SL à l'essai qui a 9 rapports. La SLK aussi est rendue à 9 rapports. Et ces voitures-là, au niveau la perception des changements de vitesse, on ne le sent pas. Il y a certains manufacturiers, c'est peut-être un peu plus laborieux que les changements de vitesse, mais à un moment donné, ils vont trouver la bonne formule, la bonne recette. Ça va être plus coulant au niveau de la conduite. Aujourd'hui, je me suis laissé dire par un mécanicien, justement, spécialisé en transmission, parce que j'ai eu des problèmes avec ma propre transmission, de me dire, aujourd'hui, c'est plus toi qui conduis, c'est l'ordinateur. Tu arrives dans un virage, puis tu as beau appuyer sur l'accélérateur, mais si, évidemment, tu penches un peu trop, oublie ça, l'ordinateur dit non, ça ne marchera pas. Donc, les véhicules sont beaucoup contrôlés maintenant par les logiciels, par les ordinateurs. Très contrôlés. Si on regarde la Mercedes, tu vois, pour m'en venir en studio, j'étais un petit peu pressé. Puis, il y a une voiture qui a freiné rapidement en avant de moi. J'étais pour freiner. Mais elle a freiné avant toi. Mais la voiture a freiné avant moi. Mais le danger, c'est que ça a freiné tellement rapidement que j'ai eu peur que la personne en arrière de moi
Pas le temps de freiner, tellement... Parce que j'étais pas, par exemple, à 1 mètre ou 2 du pare-choc du véhicule. J'étais peut-être à 3-4 mètres. Donc, j'ai freiné de loin, mais sauf que ça surprend. Puis ça aurait pu occasionner un accident, je pense. Bon, si on prend ça d'abord avec les petites, les compacts, les sous-compacts, qu'est-ce qui se démarque dans l'industrie cette année? Bien, je vous dirais, moi, au niveau des citadines, j'ai bien aimé la Chevrolet Spark. Chevrolet, c'est une rivale, ça, de la Fiat 500, la Nissan Micra. Chevrolet Spark a été entièrement redessiné. Le châssis aussi est très rigide, une conduite amusante. Souvent, on parle de la Nissan Micra à cause qu'il y a une série Micra, hein? Mais je pense qu'on pourrait faire aussi ça serait intéressant... Une série Spark? Bien, ça serait intéressant de mélanger les modèles. Fiat 500, Spark et Micra. Puis Chevrolet, là, il faut dire que GM a donné un grand coup de barre, un gros coup de barre pour 2017, parce qu'ils sont en train de renouveler l'ensemble de la gamme. Parce qu'on regarde la Chevrolet Malibu, la Spark, la Sonic, la Cruze, la Volt, la Camaro. Donc, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Bon. Du côté des berlines? Côté des berlines, moi, je vous dirais, du côté des intermédiaires, c'est le calme plat. Du côté des voitures, bien, il y a la Malibu, bien entendu, qui est nouvelle. Du côté des voitures compactes, bien, la Civic a été dévoilée pour 2016. Pour 2017, il y a la Cruze, mais la Ford Fiesta ne change pas. Du côté, il y a l'Elantra qui a été redessiné. L'Elantra, parce que là, dans la catégorie des compacts, habituellement, les manufacturiers vont renouveler les modèles au bout de 5 ans, après 5 ans. Mais là, c'est rendu, là, peut-être après 2-3 ans, il y a une grosse refonte, au niveau du design notamment. Bon. Donc, du côté des berlines, Accord, Camry et compagnie, il n'y a pas beaucoup de changements là? Pas beaucoup de changements. Il y a plus de changements, je vous dirais, moi, du côté des VUS. Les VUS, si on regarde les manufacturiers de luxe, Jaguar a lancé un camion pour 2017, un VUS, un véhicule utilitaire sport. C'est surprenant parce que là, Bentley a fait la même chose avec le Bentayga. Il y a Maserati, puis Lamborghini qui s'en viennent avec l'Event, puis le Urus. Il y a Rolls-Royce aussi qui prépare un VUS pour 2018. Donc, tous les manufacturiers, ou presque, il va rester, je pense, seulement Ferrari, même Tesla pour 2017. Donc, il va rester, je pense, Ferrari, à peine qu'il n'y aura pas encore de camions. Dans les produits plus accessibles ou plus traditionnels, ce qu'on constate au niveau des VUS, c'est que chaque manufacturier, parfois, en a même 2 ou même 3. Tu en as un petit, un moyen, un gros, avec différentes capacités. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se démarque dans l'industrie par rapport aux VUS en ce moment? Là? Parce que, comme je dis, il y a plusieurs catégories de VUS. Là. Effectivement. Moi, je vous dirais, là, un modèle intéressant pour 2017, c'est le Mazda CX-9, qui, je vous dirais, Mazda, là, s'est forcé, mis des efforts pour aboutir d'un véhicule très luxueux, avec aussi une motorisation inédite, 4 cylindres turbo de 227 chevaux. Il y a beaucoup de couple, ce moteur-là. Ça fait en sorte que Mazda était quasiment absent du marché, puis ils reviennent. Mais cela dit, il y a beaucoup de nouveautés du côté des VUS. Puis s'il y a un manufacturier, là, je ne réponds pas à ta question, mais je fais une parenthèse. S'il y a un manufacturier, je pense qu'il manque le bateau présentement, il va peut-être me faire lancer des tomates, c'est Volkswagen. Tu sais, il y a eu l'histoire des moteurs diesel en 2016. C'est toujours pas réglé au Canada. Pas réglé. Sauf que eux, si on regarde du côté américain, ils n'ont pas vraiment de VUS pour conquérir ce marché-là. Ils ont le Touareg ou le Tiguan. Puis le Tiguan. Ils en ont seulement 2. Alors que présentement, si on regarde les ventes au Canada, puis les Américains, c'est la même chose, de janvier au mois d'août, les Américains, du côté du Canadien, il s'est vendu, là, je donne des chiffres approximatifs, environ 350 000 voitures, puis presque 700 000 VUS. Fait que le marché, là, c'est quasiment le double. Puis ça s'en va vers ça, parce qu'au cours des 4 ou 5 prochaines années, les VUS vont encore augmenter de 50 au niveau des ventes. Ah oui. Donc... l'avenir est là. L'avenir est là. Puis Volkswagen, malheureusement, manque le bateau. Ils ont des nouveautés qui s'en viennent. Mais ça retarde. Le Tiguan, ça fait quoi? 10 ans quasiment qu'il n'a pas été modifié. Touareg, c'est un peu pareil, là. Bon. Dans le merveilleux monde des pick-up, les camionnettes, quand on regarde d'ailleurs les publicités, hein, que ce soit les Dodge Ram, les Ford 150 ou Chevrolet Silverado, puis là, la publicité, on rouvre les 3 portes, puis finalement, Chevrolet a gagné dans toutes les catégories. Mais honnêtement, quand tu discutes à des gens qui ont parfois essayé les 3 marques, c'est un peu du pareil au même, non?
Est-ce qu'il y a des grosses différences, honnêtement, entre un Dodge, un Ford ou un GM dans les pick-up? Là? Oui, je vous dirais au niveau de la conduite, il y a des bonnes différences. Au niveau de la conduite, c'est sûr qu'au niveau des motorisations, il y a des différences. Ouais. On s'en rend compte. Si on regarde notamment au niveau des modèles. Mais là, pour 2017, la grosse catégorie, c'est les HD, les véhicules commerciaux. Oui. Parce que là, tu as Ford qui a dévoilé un Super Duty. Ça, c'est F250, F350, F450, entièrement redessiné. Un châssis, pas une châssis, mais une carrosserie en aluminium. GM aussi qui est arrivé avec un petit pick-up, là. Là, v'là 2 ans. V'là 2 ans. Ils sont revenus avec le Canyon et le Colorado. Puis ça, il y a un marché. Puis GM... Est-ce que Ford va revenir avec son Ranger? Tu sais, non, mais c'est ça. Mais bref, mais c'est quoi la différence entre Ford, GM et Chevrolet, là? Entre GM, Ford et Chrysler, pardon, là, au niveau des camionnettes? Si on résume ça, là, c'est au-delà de la carrosserie qui est différente. Les carrosseries sont différentes, l'aménagement intérieur, les mécaniques. Ça joue au niveau de la mécanique, au niveau de la transmission, parce que les gens qui travaillent avec ce genre de véhicule-là, parce que des fois, c'est une question d'image. Hein? Le RAM fait peut-être un peu plus costaud, mais encore là, c'est une question de goût. Mais je vous dirais, moi, que qu'est-ce qui fait la différence? Bien, si on regarde au niveau de la charge utile, les F-150, c'est sûr qu'il a pris un petit peu d'avance. Le fait qu'il y ait une carrosserie en aluminium, les gens peuvent charger plus dans la benne en arrière, dans la boîte. Okay. Au niveau de la capacité de remorquage, on fait des gains. Parce qu'étant donné que le véhicule est moins lourd, bien, ils l'ont gagné en capacité de chargement par capacité de remorquage. Mais il faudrait quasiment qu'on fasse que je t'invite à un match comparatif. Je vais t'expliquer sur place c'est quoi la différence entre les trois véhicules. Mais lequel des trois est le plus agréable à conduire? Personnellement, c'est bizarre, mais moi, je n'haïs pas les produits de GM. OK. Je n'haïs pas pour les produits de GM, mais pour le look, j'aime beaucoup les Dodge, parce que ça fait un clin d'œil au mastodonte, au gros 10 roues. Mais au-delà de tout ça, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas nier que le manufacturier qui a fait le plus d'avancement, qui est le plus avancé au niveau technologique, c'est Ford. Carrosserie en aluminium, V6, 2,7 litres biturbo, c'est des petites cylindrées. Mais il y a Ram aussi qui a son petit éco-diesel, moteur italien, plus diesel. économique. Pas très fort, mais économique. Économique. Par contre, au niveau de la facture, bien, c'est sûr que, je dis ça sous toute réserve, mais c'est environ 5 000 de plus entre un éco-diesel et un V6 Pentastar. Donc, on sauve un peu en carburant, mais on paye plus cher au niveau de la facture. Bon. Au niveau des véhicules de luxe, là, BMW, Audi, Lexus, qu'est-ce qu'on retrouve cette année? Est-ce qu'il y a des particularités, des nouveautés? Bien, Mercedes, je vous dirais, moi, qui ont redessiné plusieurs modèles. La nouveauté, eux, de leur côté, c'est davantage le VUS, parce qu'ils ont le ML, le GLE plutôt, l'ancien ML, tu as le GLS. Du côté de BMW aussi, c'est tranquille. Du côté d'Audi, bien, il y a le nouveau Q7. Puis si on regarde après ça, mais il y a Volvo là, qui a le vent dans les voiles. Volvo, l'augmentation des ventes est là. Donc, le XC90 est en train de faire son petit bout de chemin puis de courtiser une nouvelle clientèle. Donc, dans le guide de l'auto 2017, on retrouve donc 3 matchs comparatifs. Oui. 5 voitures électriques s'affrontent dans une guerre Dion. Oui, puis c'est en hiver en plus. C'est en hiver. On se pose des questions. Là, beaucoup d'enfants, beaucoup de boîtes pour 5 fourgonnettes. Oui. Et les sportives s'éclatent sur piste. Exact. Puis il y a un spécial Mustang. Un spécial Mustang de presque 100 pages qui a été rédigé par Alain Morin. Et puis le livre, cette année aussi, il est beaucoup plus volumineux. Au niveau de l'épaisseur, il est la même chose. Ouais. Mais le papier est un petit peu plus fin. Puis augmenté, c'est quasiment rendu à 800 pages. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est rendu... il y a tellement de modèles. C'est incroyable. Donc, il y a quoi, 325 modèles de répertoriés? Environ, oui. Plus les matchs comparatifs, plus il y a une section aussi de véhicules, les véhicules concept, hein, les prototypes. Il y a aussi les meilleurs achats. Tout est regroupé au niveau des meilleurs achats. Mais la cerise sur le Sunday, comme on dit, c'est les amateurs de Mustang vont être bien servis parce qu'on parle de toutes des 6 générations. Bon. Et évidemment, les véhicules électriques également sont inclus oui, là-dedans. Effectivement. Pour le match comparatif en hiver, on se pose souvent des questions. Est-ce que ce genre de véhicule-là performe en hiver? Mais là, ça va répondre à vos questions. Okay. Est-ce que Tesla est encore sur une lancée? Bien, Tesla, on a vu là, que les actions, bien, on sait qu'est-ce qui s'est passé à la NASA. Là. Ah oui. Hein? C'est sûr que le fait que
Parce que faut que les gens sachent que Tesla, c'est M. Musk qui est à l'arrière de ça. Puis lui, son rêve, c'est d'aller sur la planète Mars. Hein. Puis là, maintenant, dans le privé, il fait des lancements de satellites. Puis c'est avec ça qu'il finance un peu Tesla. Puis aussi, au niveau pas des éoliennes, mais des panneaux solaires. C'est lui qui contrôle le marché aux États-Unis. Mais Tesla, je sais que les actions ont baissé. Là. Puis là, il veut retourner, émettre de nouvelles actions pour aller récupérer de l'argent pour l'investir dans la compagnie. Ça s'annonce mal un peu. Guide de l'auto 2017, une douzaine de rédacteurs, dont notre avocat et chroniqueur automobile joannais Jean-François Gué. Donc, version 2017, 51e anniversaire. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. À la prochaine. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de l'événement deuxième édition Etsy fait au Québec. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Samedi, le 24 septembre, de 10h à 18h à la place publique, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Deuxième édition de l'événement Etsy fait au Québec. Deux invités pour en parler. D'abord, Sandra Morera, qui est propriétaire d'une boutique non loin d'ici, Gypsy Bohème. Ah, elle est là. Bonjour, Sandra. Salut. Accompagnée également de Catherine Hamel, qui est directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. L'événement a été couronné de succès l'an dernier. L'an dernier, si je ne me trompe pas, on avait fait ça plus dans le secteur de l'ancienne gare. Exactement. Non loin du centre des aînés. Cette année, on déménage à la place publique. Qu'est-ce qui explique cette décision? Bien, en fait, cette année, le site a eu de la revitalisation. Donc, sur le site de la gare, il y a eu une plantation d'arbres, il y a eu beaucoup de changements pour le réaménagement urbain. Et puis, cette année aussi, on escomptait attirer davantage de gens. Donc, on avait besoin d'un site qui était beaucoup plus grand. Alors, on s'est déplacé vers la place publique. Bon, donc, la place publique aura donc des facilités plus intéressantes pour l'événement, je présume? Tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que présentement, on a un espace gazonné qui est non utilisé. C'est vrai, oui. Donc, on ne l'aura pas encore bien des années, mais le temps qu'il est là, on peut l'exploiter. Et on va s'installer à cet endroit-là. On va installer des chapiteaux de façon temporaire pour être viable, peu importe la température. Bon, on va vulgariser et démystifier, parce que c'est drôle, je parlais de ça à quelqu'un. Je parlais de Etsy. Puis les gens font comme tout le temps, Etsy, c'est quelque chose que les gens ont entendu parler, mais ne sont pas encore capables nécessairement de l'associer à quelque chose de tangible. Alors donc, je pose la question, Etsy, c'est quoi Etsy? En fait, Etsy, c'est une plateforme numérique qu'on retrouve en ligne, etsy.com, qui nous permet de magasiner au travers plusieurs petites boutiques qui sont à l'intérieur de cette plateforme. Donc, les gens, des créateurs tout comme moi, y ouvrent une boutique pour vendre leurs produits faits à la main, que ce soit de la céramique, des bijoux, du mobilier. Puis, à l'intérieur de cette boutique-là, tout comme n'importe quelle autre boutique en ligne, on peut acheter et recevoir nos biens par livraison spontanée. Donc, est-ce que c'est québécois, canadien, international? C'est américain. Le siège social est à Brooklyn et c'est une plateforme qui est mondiale. Donc, il y a au-dessus de 1,6 million d'usagers qui utilisent et puis tout autant qui sont acheteurs. Et c'est une plateforme internationale qui couvre plusieurs pays. Alors, on en retrouve des boutiques Etsy en Australie, en Italie, ici au Québec, dans les petites régions, dans tous les pays. Et il y a des communautés dans chacune de ces régions-là, dont une communauté qu'on a ici en province et aussi en Montérégie. Donc, ici au Québec et en Montérégie, une question à deux volets,
il peut y avoir combien de membres Etsy, de créateurs qui vendent leurs trucs là, sur la plateforme? Au-dessus, au moins de 5 000, assurément. Au Québec? Oui. 5 000? Au-dessus même de 5 000. Puis en Montérégie seulement? Je vous dirais au moins un bon 1500 personnes, 1500 qu'on peut retrouver. Puis cette année, on est 7 villes à participer au Etsy fait au Québec. Alors, au déploiement de cet événement-là qui a lieu dans 37 villes canadiennes. La même journée, la même heure. Okay. On est toutes ces équipes-là à se rassembler. Donc, dans 37 villes au Canada, dont 7 villes au Québec, dont Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Donc, aura lieu cet événement. Oui, de façon éphémère. Donc, toutes les communautés sont là pour justement se montrer aux citoyens pour qu'ils puissent découvrir les talents locaux et les talents émergents. Bon. Le Vieux-Saint-Jean connaît depuis plusieurs années, évidemment, revitalisation aussi, il y a des travaux, il y a un essor intéressant. Simplement, cette année, on l'a vu avec les terrasses, la boum de l'été récemment, les spectacles sur la place publique. Bref, ça bouge beaucoup. Et là, c'est intéressant parce que dans le cas de cet événement, on est à la fin septembre, donc on réussit, Catherine, à étirer un peu la saison. Oui. Bien, c'est la volonté. On veut que le centre-ville soit dynamique à l'année longue. Ouais. Fait que l'été, c'est une saison qui est quand même facile à animer dans le sens que les gens sortent de chez eux, les gens vont prendre l'air, vont magasiner, mais plus la température change, bien, plus ça devient difficile de faire sortir les gens. Fait que ça devient une raison de les amener au centre-ville puis de leur faire découvrir le centre-ville. Puis c'est ça qui est intéressant. Cet événement-là va apporter des gens non seulement locaux, donc de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi Montérégie, Estrie. Les créateurs viennent d'un peu partout. Donc, ils amènent leur communauté qui va venir les voir puis les rencontrer en personne dans le Vieux-Saint-Jean. Par le fait même, ils découvrent le Vieux-Saint-Jean puis ils vont y revenir. Et dans les 7 villes de cette journée-là, il n'y en a qu'une seule en Montérégie? Absolument. Qui est Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Donc, moi, je suis capitaine Etsy pour la Montérégie. J'ai choisi la ville de Saint-Jean parce que je suis joannaise aussi, parce que j'y tiens mon commerce. Et puis, Etsy Canada a approuvé la ville de Saint-Jean, étant donné justement qu'elle a des endroits qui peuvent accueillir et valoriser le talent local. Et comme Catherine l'a mentionné, c'est une volonté de faire rayonner le talent en Montérégie. Bon. Ici, pour l'événement de Saint-Jean-sur-Richelieu, il va y avoir combien d'exposants, de kiosques ou de chapiteaux? Bref, ça va ressembler à quoi comme événement? Disons, si on fait un comparable avec ce que les gens ont pu voir avec l'an passé. Donc, l'année passée, on a passé 100 candidatures et puis 30 ont été sélectionnées. Cette année, suite au succès de l'année dernière, on a reçu plus de 200 candidatures. Le double? Oui, le double. On a été le jury de l'équipe d'Etsy Montérégie qui a passé au travers avec les critères de sélection d'Etsy Canada pour faire le choix de 50 exposants. 50. Donc, cette année, on est 50 exposants. Et puis, on a aussi approché plus de commerçants locaux pour faire partie de l'événement. Donc, l'année dernière, on avait 5 commerçants locaux qui étaient sous l'ombrelle de Etsy. Et cette année, on est allé en chercher 10. Et qu'est-ce qu'ils font, ces commerçants-là? Ils valorisent, dans le fond, leur entreprise locale d'ici de la communauté. Okay. Et ils mettent en lumière aussi les produits qui sont faits à la main à l'intérieur de leurs entreprises. Wow! Donc, 50 exposants sur le site de la place publique. Sous un grand chapiteau, pour répondre à ta question. Sous un grand chapiteau. Donc, beau temps, mauvais temps. Là, exactement. Où il y aura un jour un futur pont. Mais les travaux ne sont pas pour cet automne, je vous rassure tout de suite, le maire nous l'a dit tantôt. Mais donc, sur la partie gazonnée, un grand chapiteau sous lequel il y a les 50 exposants. Exactement. Puis des chapiteaux extérieurs pour accueillir les commerçants. Il va y avoir aussi un chapiteau pour la musique. Donc, beau temps, mauvais temps, l'événement a lieu le 24 septembre. OK. Ça, c'est intéressant. Beau temps, mauvais temps, évidemment, parce qu'on est protégé avec le chapiteau. Au niveau de la programmation, au niveau musical, ça ressemble à quoi? C'est un groupe qui s'appelle Les Renards, donc qui vont assurer la partie musicale. Vraiment, pendant l'événement, c'est de la musique d'ambiance. Ils font aussi des fois des petites demandes spéciales. C'est vraiment un beau groupe très dynamique. Puis, on va aussi avoir une collaboration avec Boom Montérégie. Donc, ils sont partenaires avec nous dans l'événement au niveau des communications. Donc, ils vont aussi assurer une certaine ambiance. On a une artiste peintre qui va aussi faire une toile en direct, donc sous la musique des Renards. D'où vient cet engouement aussi de la part des... Parce que là, je comprends qu'il y a beaucoup de créateurs, d'artistes, mais s'il y a autant d'artistes et tout ça, c'est qu'il y a des clients, il y a des consommateurs, il y a des gens qui achètent ces produits-là, soit qu'ils les achètent en ligne ou qu'ils les achètent dans des boutiques comme l'autre côté de la rue ou à l'occasion d'un événement comme Etsy fait au Québec. Mais d'où vient cet engouement de la part des consommateurs
pour acheter ce type de produit fait à la main? Bien, c'est sûr que dans les dernières années, on revient à des bases, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport. On revient à des prémices de base qui sont plus près de nous et de la créativité. Le fait d'acheter fait main, c'est d'encourager local. Donc, on a cette conscience plus éthique de pouvoir avoir un impact économique local et aussi provincial. On est aussi en mesure de pouvoir choisir un produit de qualité qui est fait ici, puis qui rémunère des gens qui travaillent et puis qui peuvent gagner leur salaire en province. Puis c'est aussi une conscience de pouvoir connaître le créateur. Donc, Etsy met justement cette relation-là au travers du créateur et du consommateur en ligne. Donc, on peut écrire au créateur, lui demander une commande spéciale ou discuter avec lui, échanger sur comment la création va se faire. Et puis, on amène ça en marché. Donc, on peut rencontrer le créateur sur place, discuter avec lui, rentrer en contact et puis en savoir davantage, chose qu'on ne peut pas faire dans un commerce de grande surface. Donc, l'approche humaine, le contact, ce sont tous des bases qui sont fondamentalement vraies puis authentiques. Alors, Etsy fait au Québec, 2e édition, ici même en Montérégie, ville choisie Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la place publique dans le Vieux-Saint-Jean, samedi le 24 septembre, 10h à 18h, beau temps, mauvais temps. Un grand chapiteau sur la partie gazonnée à côté du pont Gouin, dans le fond, là, si on veut, à l'intersection de la rue, où il y aura bien sûr donc les 50 exposants et toute la programmation, évidemment, qu'on a énumérée. C'est bien ça? Yes. Oui, tout à fait. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances, puis on invite Merci. évidemment le public à participer en grand Tu nombre. es En bienvenue. grand nombre. En grand nombre. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vient d'entamer la dernière phase des travaux de l'Entraîneur à Saint-Jean-sur-Richelieu, des travaux jusqu'à la mi-décembre où on ferme la rue Champlain. Donc, s'il vous plaît, d'encourager les commerçants de la Trinquette jusqu'à la pizzeria. Nous, notre prochain rendez-vous, il est demain. Salut!